sera vraiment un moment d'échange et en tout cas, soyons ouverts tous pour vraiment faire de ce temps un moment instructif pour nous tous. Voilà, donc sans plus tarder, je connais déjà massivement en retard, on va prendre le Dr aussi. Son bien-être, vous attendez à quoi? Vous attendez à quelle information? Qu'est-ce que vous aimeriez apprendre? Mademoiselle, par exemple, vous aimeriez apprendre quoi? Je vais juste donner un exemple. Parfois, souvent les filles ne respectent pas l'alimentation. On mange n'importe quoi, n'importe quand. Je m'attends que vous me montrez comment manger, à quelle heure il faut prendre ça, les différents plats à prendre pour ne pas manger du n'importe quoi. D'accord, merci. Quelqu'un d'autre? Bon, moi, j'aimerais vraiment que vous puissiez nous expliquer comment on peut manger ça, faire de régime. Manger équilibré avec ce qu'on a à l'habitude à la maison. Sans pour autant se mettre dans des dépenses, faut acheter ça, ça c'est pour moi, ça c'est pour les enfants, ça c'est pour les régimes. Bon, équilibre alimentaire. Donc, comment on peut faire ça naturellement sans vraiment sentir qu'on fait beaucoup d'efforts? D'accord, merci beaucoup. Peut-être une dernière personne? Monsieur, au fond. Alors, généralement, il y a toujours une aide qui est défavorisée, je sens. Juste parler du système alimentaire, c'est-à-dire les éléments nutritifs qu'on retrouve dans certains aliments. Alors, parfait, merci. Moi, je m'attends à ce que vous nous appreniez comment composer nos plats avec les aliments qu'on trouve ici chez nous, pour nous permettre, par exemple, de ne perdre du poids ou de ne pas en prendre. Voilà. Parfait, merci beaucoup. Alors, j'aimerais que vous parliez des avantages des régimes drastiques. Parce que d'habitude, les gens, quand ils veulent maigrir, il y a des gens qui ne boivent que de l'eau. Donc, c'est dangereux. Donc j'aimerais quand même que vous parliez de ça. Qui consiste à penser qu'il faut un régime pour maigrir. Ok. La bonne nouvelle, c'est que je vais vous montrer tout ce qu'il faut faire pour avoir un poids idéal. Il ne s'agit pas d'un régime, il s'agit en fait juste de bien manger pour son bien-être en fait. Et je vais commencer par vous faire prendre conscience, en fait, je ne sais pas s'il y a un pointeur, je vais vous faire prendre conscience de votre alimentation, de ce que vous mettez dans votre assiette. Parce que je commence en disant que de nos jours, l'alimentation moderne, elle est souvent caractérisée par le gain de temps. On mange ce qui est facile à préparer, ce qui est facile à manger, pour se débarrasser de ce temps-là qu'on appelle manger, faire vite. Okay? Tout est accessible, c'est très varié et ça vient de partout. Et on a tout cela à portée de main. Okay? Et donc, la culture des aliments transformés pour ce qu'on appelle le fast-food, elle est devenue vraiment très répandue, surtout ces dernières années. Et il devient de plus en plus facile en fait de se procurer de la nourriture. Vous avez faim, il suffit de traverser la rue et vous mangez, n'est-ce pas? Maintenant, nous allons prendre un petit voyage dans le temps pour essayer de comprendre quelle est l'implication de cette nouvelle façon de manger sur l'assimilation par notre organisme de cette nourriture et aussi sur notre bien-être. D'accord? On y va. Alors, commençons par le passé. Et ce n'est pas un passé si ancien que cela parce que beaucoup vont se retrouver. À l'époque, la nourriture venait de quoi? Des champs et de l'élevage, n'est-ce pas? Tout ce que nous mangeons est cultivé ou alors élevé, ça vient d'une ferme. Et généralement, ce sont des fermes qui n'utilisent pas des OGM, qui utilisent très peu d'engrais chimiques. Et la conservation de ces nourritures, c'était vraiment le basique. On pouvait fumer ou sécher. Mais aujourd'hui, vous êtes en mesure de prendre du lait
d'une vache qui a été traite en 2018. Et donc toujours autrefois, vous aviez ça. Les légumes étaient des légumes frais qui pourrissaient en fait très vite. Et donc on n'en produisait pas à grande échelle. Le lait des vaches était très comme ça. J'ai toujours eu des problèmes avec ce verbe traire. On trayait, on tressait, on traitait. C'est bien. On trayait la vache comme ceci, vous voyez? C'était une personne. Regardez, quand vous allez prendre des frites, la pomme de terre, voilà comment elle était cultivée. Les chèvres, les poules, les vaches, c'était comme ça. N'est-ce pas? On continue. Et maintenant, de la production à la cuisson, c'était tout aussi naturel. C'était une charrette, c'était un tchoukoudou, c'était un camion qui ramenait la nourriture. Aujourd'hui, nous avons des paquebots qui vont faire 6 mois sur l'eau pour vous apporter le petit poisson là que vous allez prendre dans votre assiette. Un poisson qui est mort il y a 6 mois, je vous signale. La cuisson, c'était le feu, hein, le feu. Aujourd'hui, on n'est plus obligé d'avoir le feu pour faire du gâteau. Il suffit de mélanger tous les ingrédients, mettre dans un four à micro-ondes et hop, on a un petit cupcake. Et donc, de la production à la cuisson, voilà ce que je faisais et voilà ce que vous aviez dans vos assiettes. Alors, je m'excuse pour ceux qui n'ont pas encore mangé. Ces images sont insoutenables. Voilà comment manger. Regardez-moi ces plaisirs-là. Ça me rappelle des choses, n'est-ce pas? On continue. Maintenant, aujourd'hui, où est-ce qu'on en est avec l'alimentation? Eh bien, ce ne sont plus des personnes qui produisent. Avant, vous étiez en mesure d'identifier d'où vient la poule que vous avez le poulet que vous avez dans votre assiette. Aujourd'hui, c'est dépersonnalisé. Avec la mondialisation, il n'y a plus de frontières. Et on gagne du temps, en fait. Il faut gagner du temps, il faut produire plus. Et du coup, on invite la chimie dans la production. Aujourd'hui, on est capable de bouffer en 3 semaines un poussin qui a éclos 3 semaines auparavant. Parce qu'il faut gagner le temps. Et maintenant, comme on produit beaucoup, on a innové en termes de moyens de conservation. Au-delà du séchage, du fumage et du salage classique, on met des additifs alimentaires, des conservateurs, des agents conservateurs chimiques qui vont faire en sorte que, quand bien même la vache est décédée, est morte et a été mangée en 2015, vous, madame, vous n'êtes pas encore peut-être, vous n'avez pas d'enfant. Mais votre bébé de l'année prochaine, il va boire du lait de cette vache-là qui est morte en 2015 parce que ça a été bien conservé. Ok? Voilà aujourd'hui ce qui se fait. On arrive à produire tout ça en une journée et il faut conserver cela et faire manger ça à toute la planète. Je n'ai jamais mis les pieds au Japon, mais j'arrive à manger du poisson qui vient du Japon sans même avoir passé commande au Japon. Je vais juste traverser la rue. Les vaches ne sont plus très bonnes. Par les mains, ils ont des machines, ce sont des siphons qui les font à la chaîne. Les vaches ne divaguent plus. On les emprisonne où elles n'ont le droit que de manger et de se reproduire. Ok, on continue. Et donc, là, c'est un fermier qui vient de casser ses 3 œufs. Et il est en train de se demander lesquels de ces œufs proviennent d'une poule en bonne santé. À votre avis, 1, 2, 3. Deuxième petit test. Qui mange régulièrement de 1? Régulièrement. Qui a mangé des 1 dans son enfance? Vous vous rappelez nos vieilles omelettes bien jaunes? Oui, on n'y est plus aujourd'hui. Parce qu'en fait, le mode... Vous voyez, pour que l'œuf soit très jaune comme ça, il faut que la poule ait mangé suffisamment de fer. Et le fer que la poule assimile vient du fer, de l'herbe. Donc c'est une poule élevée en plein air. L'image que je vous ai montrée au départ. Mais aujourd'hui, les poules sont élevées dans des poulaillers et sont nourries avec du tourteau.
En plein air, la poule mangeait de l'herbe et elle mangeait aussi beaucoup de cailloux. Du coup, elle avait beaucoup de fer, un jaune d'œuf super jaune, et beaucoup de calcium, une coquille super blanche. Aujourd'hui, nous avons des jaunes d'œufs pâles et des coquilles brunes, faibles en calcium. Ok, on continue. Et maintenant, vu que le jaune d'œuf est pâle, il n'y a plus de goût. Rabella est heureuse. Il faut bien retrouver ce goût, non? Qu'est-ce qu'on fait? On épice. Non. On n'épice pas. On exhauste le goût. Je vais mettre les choses au point. Ça, c'est pas... Magie n'a jamais été une épice et ne sera jamais une épice. C'est un exhausteur de goût. Mesdames, vous êtes des chimistes dans vos cuisines, des chimistes brevetés. Vous arrivez à prendre la viande d'une vache qui est décédée il y a 10 ans et vous arrivez à lui faire retrouver le goût d'un steak frais grâce à ça. Et lorsque vous avez votre œuf qui est tout pâle, vous prenez un peu de ce colorant là-bas, vous mettez dedans, on a une belle omelette bien jaune. Ok. La chimie s'est invitée dans nos cuisines en fait. Et donc de la production que vous avez vue qui est devenue dépersonnalisée et intensive, à la préparation, on a de nouveaux modes de cuisson qui n'existaient pas auparavant. Je suis sûre que ma grand-mère a été choquée la première fois qu'elle a vu des pommes de terre plongées dans une grosse quantité d'huile. Ça n'existait pas. Et maintenant, on a même le four à micro-ondes. Je vais vous donner juste entre parenthèses comment ça fonctionne. Le four à micro-ondes ne chauffe pas. Il agite les molécules de ce que vous essayez de chauffer jusqu'à les faire chauffer. Attendez, je vais vous donner un exemple. Si je frotte ici suffisamment longtemps, n'est-ce pas que je vais me brûler? Parce que ça va chauffer. C'est ce que le four à micro-ondes fait. Les molécules qui composent votre lait, les fours à micro-ondes vont les agiter à une vitesse invisible à l'œil nu et ça va chauffer. Et pendant cette agitation, il peut arriver qu'il y ait des cassures, des altérations, des accidents, de la même manière que si je chauffe ma main ici, je peux me blesser. Et donc vous aurez du lait bien chaud, mais c'est du lait qui a de bonnes chances de ne plus être totalement du bon lait. Ensuite, nous avons notre aluminium pour tout empaqueter, tout en sachant que l'aluminium et l'acide, ça réagit. Et du coup, on se retrouve à se nourrir d'aluminium aussi. On continue? Et donc, dès la préparation à votre assiette, vous avez ça. C'est beau, c'est coloré, c'est sucré, ça sent bon. Encore une fois, désolé pour l'image, pour ceux qui n'ont pas encore mangé. Mais au fond, qu'est-ce qu'on y gagne? On continue? Et le pire, c'est que ça s'est invité jusque dans les milieux les plus pauvres. Actuellement, quand vous allez dans un village, le premier signe de pauvreté, c'est quoi? C'est lorsque vous voyez des villageois qui mangent des biscuits, qui boivent super deep, qui mangent des bonbons. Parce que c'est moins cher que la bonne vieille pomme de terre bien fraîche. C'est moins cher que le verre de lait. C'est moins cher que les œufs. On continue. Et du coup, nous avons ce qu'on appelle la malbouffe du pauvre aujourd'hui. Vous êtes passé dans les rues de Kinshasa. Vous avez vu ça. Ça coûte rien, mais ça fait des dégâts. Aujourd'hui, ce n'est plus seulement hamburger et pizza qui est mauvais pour la santé. Mais c'est aussi ce qu'on retrouve là, super deep. Et notre bonne vieille magie qui ne tombera jamais. Et ces histoires qui passent des mois et des mois au soleil, ça a tout le temps de produire plusieurs produits chimiques qui vont réagir entre eux. Mais bon, il faut bien vivre, n'est-ce pas? On continue? Et donc, au-delà de ça, cette façon de produire les aliments, ça impacte sur l'environnement. On continue? L'on produit en utilisant des engrais chimiques. Je vais vous donner un exemple. J'étais à Kinshasa vers... vous connaissez le quartier Kindele, en dessous de l'Unikin? Oui. Là-bas à Kindele, il y a une sorte de vallée qui est très bien irriguée. Alors, les paysans élèvent de porcs, font de la pisciculture et de la culture maraîchère. L'Indunda, tout ce qui alimente Ngaba, Mongafula, ça vient de Kindele.
Maintenant, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont compris que pour maximiser le coût, ce qu'ils devraient faire, c'est quoi? Ils vont canaliser les ruisseaux dans leur étang à poissons. Ensuite, ils vont élever des porcs. Je vais vous demander de m'excuser pour les détails que je vais donner. En fait, les excréments de porc sont stockés jusqu'à produire des asticots. Ensuite, on prend tous ces déchets, on déverse dans non pas dans le champ, ça serait encore mieux. On déverse dans l'étang à poissons, parce qu'il y a des asticots dedans. Les poissons vont se nourrir de ces asticots-là. Mais comme l'eau est courante, puisque les poissons ne doivent survivre que dans une eau qui est courante, eh bien, on canalise cette eau dans les champs maintenant. C'est cette même eau qui va en fait favoriser la croissance de matembele, la croissance des lenga-lenga et autres. Et du coup, on a une belle production et on a gagné à tous les coups. Sauf qu'au début de la chaîne, qu'est-ce qu'on fait? On donne des antibiotiques aux porcs pour qu'ils soient en bonne santé. Et donc, une partie de ces antibiotiques passe dans leur matière fécale, sera consommée par le poisson, sera infusée dans les légumes, et nous allons manger un bon plat bien bio des légumes avec du porc ou alors du poisson. C'est dur, mais c'est pas si dur que ça quand on suit ce cycle-là. Et au fond, dans votre cuillère, vous vous retrouvez à avaler ça à chaque bouchée. Vous voyez la même chose. Dans votre assiette, il y a ça. Très souvent. Si on comptabilise le nombre de plastique que nous consommons de manière inconsciente. Et l'impact sur la santé ne se fait pas attendre. Au-delà des maladies liées à l'accumulation de sucre et des graisses, c'est-à-dire les maladies cardiovasculaires et le diabète sucré, il y a maintenant les maladies auto-immunes qui se sont invitées. Liées à quoi? Aux allergies. Je vais vous donner un exemple. Est-ce que vous savez que dans un pot de nid d'eau, alors non, quand mon grand-père prenait un verre de lait, ok, c'était le lait d'une vache, une seule vache. Aujourd'hui, avec la mondialisation, la firme Nido, qui est peut-être en France, va acheter 100 litres de lait aux Pays-Bas, 500 litres de lait en Chine, 200 litres de lait en Roumanie, 1000 litres de lait en Russie, et va mélanger tous ces laits ensemble, les déshydrater et produire une poudre, mettre dans des pots et vendre ici chez nous en Afrique. Donc, dans une seule tasse de lait, vous avez consommé le lait de combien de vaches? Qui sont nourries comment? Qui vivent sous quels cieux? Et aujourd'hui, nous avons des maladies auto-immunes, nous avons des cancers, nous avons tout cela qui nous attaque. Pourquoi? Parce que le mode d'alimentation a changé. Et on continue, malheureusement, ça ne va pas s'arrêter là. On continue, c'est que dans le futur, alors, avant de parler du futur, parlons des conséquences sociétales. Alors, je suis au regret de dire que même moi-même, j'ai perdu cette bonne vieille habitude. Ça socialisait, hein? Les enfants d'une même famille autour d'un même plat, tout le monde y touche de sa main. Désormais, tout le monde a son assiette, tout le monde a son heure de manger. Moi, je ne mange pas maintenant, je vais m'acheter un shawarma. Ou il y a une autre curiosité qu'on appelle Rolex que j'ai découvert récemment. Et tout ça, en fait, ça casse en fait les traditions de chez nous, ça casse les traditions alimentaires. Nous rejetons nos épices pour Cube Magie qui est beaucoup plus pratique. Alors que nous avions, comment on appelle ce truc-là? Les jassang. On avait tout ce qu'il faut, mais malheureusement pour aller plus vite, c'est plus pratique d'écraser un cube de magie. Et donc, cette standardisation de la nourriture a fait perdre certaines pratiques culinaires locales et leur diversité. Rien que le manioc, quand vous voyez comment le manioc était traité chez nous et qui malheureusement est en train de perdre la face au profit de semoule de maïs, vous avez la possibilité d'avoir le foufou de manioc, d'avoir le lobé, d'avoir la chikwang, d'avoir
Chez les Cascaïens, les trucs là fermentés. Chomba charabion. Oui, rien que le manioc. Culturellement, nous pouvions visiter jusqu'à 10 plats africains. Et tout ça, nous sommes en train de perdre. Voilà une conséquence sociale au-delà des conséquences sur la santé. On continue. Et le problème, c'est que ça ne va pas s'arrêter là. L'alimentation de demain, moi, elle me fait peur personnellement parce que nous sommes en train d'aller vers, au nom de la conservation de la planète, nous allons vers une alimentation de synthèse. La nourriture de demain va combiner des innovations de laboratoire et à la sobriété carbone. Ils disent que la vache produit trop de carbone, désormais on ne va plus faire de vache, on va synthétiser de la viande. Et ça se fait déjà. Bien sûr. Et maintenant, on arrive à produire de la viande en laboratoire et elle est consommable. Et on encourage à consommer plus d'insectes que d'aliments, de macro-aliments, si je peux le dire ainsi. Et il arrivera peut-être un jour où, au lieu de prendre un plat de wali maragui Hollande, vous allez juste avaler 2 comprimés, un comprimé de wali et un comprimé de maragui. Et ça vous rassasie. Et vous aurez sauvé la planète. On continue. Et maintenant, nous y sommes. Maintenant que vous avez pris conscience de ce que nous mettons dans nos assiettes, comment bien manger pour son alimentation? C'est simple, je vais juste faire des petits rappels. Il faut manger équilibré. Ne vous concentrez pas sur un seul groupe alimentaire. Essayez de manger de tout. Ah, mini spéder ou légumes, essayez de manger de tout, s'il vous plaît. Portion contrôlée. Il y a des gens, vous allez voir, méga foufou, méga viande, et puis petits légumes comme ça. Alors, pour ceux qui le savent, les portions contrôlées, généralement, il faut faire en sorte que la moitié de votre assiette soit des légumes. Le quart de votre assiette des féculents, foufou et compagnie, et l'autre quart des protéines, poulet, chèvre et vache, etc. Gardez juste ça en tête, moitié de l'assiette légumes et l'autre moitié vous répartissez entre les deux, déjà vous avez fait beaucoup. Ok? Mangez régulièrement, essayez de manger à des heures fixes, comme ça vous n'aurez pas faim. Vous avez déjà essayé de passer chez Starco ou chez La Beauté quand vous avez faim et que vous avez de l'argent dans votre poche. Vous achetez ce qu'il ne faut pas. Et de la même manière, quand vous vous retrouvez devant une assiette et vous avez trop faim, vous allez manger au-delà de ce qu'il ne faut. Et quand vous vous retrouvez à avoir faim, parce que vous avez sauté un repas et vous ne savez pas manger, vous allez vous jeter sur la nourriture des rues. Vous allez prendre shawarma, Rolex, et voilà. Donc essayez de manger à des heures fixes et s'il vous plaît, essayez de manger au plus tard à 19h, au grand tard 20h. Au-delà de 20h, ne mangez plus. Pourquoi? Parce que la nourriture c'est du carburant. C'est du carburant pour que la voiture roule. Si vous mangez à 22h, vous allez dormir. Vous aurez mis du carburant puis vous gardez la voiture. Quoi faire? Et le corps humain est très intelligent. Quand vous lui donnez du carburant et que vous ne le dépensez pas parce que vous allez dormir, qu'est-ce qu'il va faire? Il stocke. C'est comme quand vous avez de l'argent et vous n'avez pas de dépenses. Vous faites quoi? Vous stockez, non? Et le plus mauvais, c'est que la meilleure manière que le corps a de stocker les calories, c'est quoi? C'est la graisse. Ok? Mangez régulièrement, hydratez-vous, il faut boire beaucoup. Je pense qu'il y a quelqu'un qui a donné des formules, mais en général, si vous arrivez à 2 litres par jour, c'est déjà bien. Et il vaut mieux boire juste avant le repas et en dehors des repas. Juste après le repas, c'est pas bon de boire. Vous allez gêner la digestion. Elle va prendre plus de temps que prévu parce que vous avez dilué les sucs gastriques. Et donc, buvez avant le repas. Si vous tenez à prendre de l'eau juste après avoir mangé, prenez 1 ou 2 gorgées. Et attendez 1 ou 2 heures pour boire. Buvez en dehors des repas, vous allez alléger le travail de votre estomac. Réduisez la consommation des sucres, ça on le sait. Ça je ne vais même pas y revenir, mais je vais plutôt vous parler des sucres cachés. Vous avez déjà entendu parler de Mukati à régime? C'est la plus grosse arnaque. L'une des plus grosses arnaques. Pourquoi? Parce qu'en fait, le Mukati à régime, c'est du blé. Et le blé, c'est rien d'autre, en tout cas, le blé que nous avons ici chez nous, il est déjà raffiné, il n'y a pas de fibres. C'est du sucre, rien de plus. Sauf que c'est du sucre lent.
mais il n'est pas bon. Le foufou, le riz, les bananes, le blé, je vais donner les spaghettis, bon, c'est toujours du blé, les pâtes en général, c'est du blé. Et donc dire que vous êtes au régime, alors vous allez prendre du pain sans sucre. Alors, réduisez aussi la consommation de sel. Une astuce, c'est de remplacer le surplus de sel par des épices. Pas par cube magie, je vous ai dit que ce n'est pas une épice, non. Par des épices, des vraies épices. Si vous épicez correctement votre nourriture, vous allez vous rendre compte que vous n'aurez pas besoin de trop de sel. Pour le sucre, remplacez le sucre par le miel. En fait, côté goût, la même quantité de miel donne plus de goût sucré que la même quantité de sucre. Et donc, si vous devez prendre 5 g de sucre, vous allez vous rendre compte que vous n'avez besoin que de 2,5 g de miel pour avoir le même niveau de goût. Prenez les graisses saines, les noix, les arachides, l'huile d'olive, les poissons gras. Vous voyez, on a de la chance d'avoir Sambada. C'est l'un des poissons les plus gras de notre lac. On a aussi les ngolos. Comment on appelle encore? J'ai un retour. Le poisson chat et cabane. Il est super gras, mais n'ayez aucune crainte de prendre ce gras-là. Okay. Alors, en parlant des gras et des sucrés, je vais vous parler d'une combinaison mortelle. C'est lorsque vous mettez le gras et le sucre ensemble. Le sucre va stimuler la production de l'insuline. Et l'insuline, au-delà de faire entrer les sucres dans les cellules, il fait quoi? Il aide à stocker les graisses. Et donc, si vous avez mangé du gras sans la moindre trace de sucre, vous avez moins de chances de grossir que lorsque vous prenez du gras avec du sucre ensemble. Ok? Il y aura des questions si ce n'est pas bien compris. Les fibres, ça nous aide à nous sentir rassasiés beaucoup plus tôt. Et on n'est pas obligé de manger beaucoup. Une autre astuce, c'est de manger lentement. Parce qu'en fait, l'information qui doit quitter l'organisme pour atteindre les cerveaux, pour vous dire que vous êtes rassasié, eh bien, cette information-là va en retard. Et donc, si vous mangez très vite, vous aurez déjà mangé plus que nécessaire avant de vous rendre compte que vous avez trop mangé. Je vais vous donner un exemple. Vous avez déjà tous arrivé, vous êtes en train de manger. Vous êtes en train de manger et puis l'on vous interrompt. Vous êtes obligé de vous l'aider pour faire un petit quelque chose. Quand vous réveillez, vous n'avez plus. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous étiez déjà rassasié sans le savoir et l'information tarde, la rétro-information de l'estomac vers le cerveau tarde. Et donc, mangez lentement, vous allez vous rendre compte que vous allez moins manger. Buvez de l'eau avant le repas, vous allez vous rendre compte que vous allez moins manger. Mangez des fibres, vous allez vous rendre compte que vous allez moins manger. Et là, vous ne vous privez de rien. Ok, on continue. Alors, vous devez aussi éviter les aliments transformés. Privilégier les non transformés. Je vous ai donné la petite histoire de ce qui était non transformé et de ce qui est transformé. Je préfère que vous mangiez un plat de frites plutôt que vous alliez acheter un paquet de chips. C'est la même pomme de terre qui a été plongée dans l'huile, mais dans les chips transformés, au-delà de cela, il y a des conservateurs et d'autres additifs. Et essayez de préparer chez vous. Je crois que je suis tombée sur un post hier sur Facebook d'une personne qui disait qu'elle déteste la cuisine, faire la cuisine. En fait, si nous arrivons à avoir dans la cuisine, au-delà que la corvée cuisine, mais plutôt le plaisir de contrôler ce que l'on mange, on aura un tout autre rapport avec la cuisine. Et surtout, écoutez votre corps. Si je ne devais vous donner qu'un seul conseil, ce serait de manger quand vous avez faim uniquement. Mais malheureusement, nous mangeons parce que c'est l'heure de manger, pas parce que nous avons faim. Essayons de ne manger que lorsque nous avons faim et manger lentement de manière à ne manger que la quantité nécessaire. Okay, on y va. Alors, la modération doit être de rigueur, il ne faut pas vous priver. Il ne s'agit pas de dire que désormais on nous a interdit de manger ceci, il faut manger de tout. Vous pouvez manger de tout mais avec modération.
Prenez cela comme des, on va dire des passes. Tant que vous avez des passes sucre dans votre poche, mangez le sucre. Dites-vous que j'ai le pass sucre au moins de 1 soda par semaine. Vous avez le droit à 1 soda par semaine. Dès que vous avez épuisé cela, l'entraînez. Par exemple, j'ai le pass gras de 2 repas gras par semaine, d'une part de gâteau par semaine. Donc, ne vous privez de rien, mais essayez de gérer en fait votre liberté. Et les exercices, je ne vais même pas parler de ça, sinon Audrey risque de me corriger magistralement. Je vais juste sauter cette partie. Mais tout en vous rappelant une chose, j'espère qu'Audrey va y revenir. Alors, j'ai rencontré une dame qui grossissait plus elle faisait de l'exercice. Plus elle fait de l'exercice, plus elle prend du poids. Pourquoi? Parce qu'elle avait un problème hormonal qu'elle ne connaissait pas, c'est qu'elle avait beaucoup de pas de cholestérol, mais cortisol. Le cortisol, c'est l'hormone du stress. Alors, quand elle commence à courir, son corps vit cela comme un stress. Il augmente les niveaux de cortisol, et le cortisol augmente le sucre dans le sang, augmente la résistance périphérique à l'insuline, et à la fin, on grossit. Et donc, je crois qu'Audrey va y revenir. Faites le sport, mais faites-vous suivre par un coach qui saura réellement voir ce qui se passe, comment vous évoluez, et vous conseiller, vous orienter éventuellement vers un interniste ou un endocrino. Alors, je vais finir pour faire plaisir à on est là. On dirait que je savais, c'est le dernier point. Évitez les régimes, s'il vous plaît. Évitez les régimes. Ne faites pas de régime. Si vous voulez perdre du poids ou contrôler votre poids, ne faites pas de régime. Surtout les régimes draconiens où on vous dit que... Vous savez, dès qu'on vous dit qu'on va vous aider à maigrir, et qu'on vous montre, matin vous prenez ça, midi ça, soir ça, jetez ça à la poubelle. J'ai dit comment? Jetez à la poubelle. Dès que vous tombez sur quelque chose qui vous dit matin 100 grammes de bœuf, midi 2 tranches de tomates, et quoi? Il fait de chou. Soir, carottes à la vapeur. Jetez ça. Jetez ça aux poubelles. Non seulement vous serez stressé, vous vous levez le matin, vous dites, ah, encore aujourd'hui, je ne vais pas manger. Ça va vous désocialiser, comme elle disait tout à l'heure. Vous êtes obligé de faire les emplettes pour le reste de la famille et vos emplettes à vous. Et quand ils mangent, je dis, hey, non, moi, ce n'est pas encore mon heure de manger, donc moi, je ne mange pas. Et quand vous mettez à table, ils sont en train de manger, toi tu te ramènes avec ton gros saladier plein de laitue, les concombres. Mangez de tout, mais mangez modérément. Le problème des régimes détox, c'est que vous perdez rapidement du poids, mais vous allez gagner le double. Je suis sûre que tout le monde a déjà lu, parce qu'on en a beaucoup parlé, mais ça continue. Alors, le mot détox est utilisé abusivement et je pense qu'ils vont y revenir. Il est bon de détoxifier son organisme de temps en temps, mais pas dans le but de maigrir. Généralement, la détoxification, c'est pour se débarrasser en fait de tous ces toxines que l'on mange. Malheureusement, on est obligé de manger parce que l'alimentation ou bien le mode de production et de préparation des aliments a changé. On peut le faire de temps en temps, mais il ne s'agit pas de faire ça pour maigrir. Au régime détox, pendant 3 semaines, vous allez perdre jusqu'à 8 kilos, payez $100. Ça tient, hein, n'est-ce pas? Mais le problème, c'est que ce n'est pas l'idéal. Pour bien manger, manger de tout. Manger doit être en fait un plaisir. Je me rappelle, il y a une publicité qui disait que bien manger est le commencement du bonheur. Manger doit être un plaisir, et donc il s'agit en fait de manger de manière consciente. Une autre façon de manger de manière inconsciente, c'est d'avoir le téléphone en même temps que l'on est en train de manger. Vous allez manger plus que nécessaire sans même vous en rendre compte. Mangez lentement, buvez de l'eau, mangez à des heures fixes, mangez avant 20h et vous verrez, tout ira bien. Je vous remercie de m'avoir prêté attention. Donc, on va passer la parole à Dr. Kana. Il va nous parler elle va partager un peu
Oui, elle va partager son expérience en tant que docteur et femme, et comment elle arrive à trouver du temps pour... Très honorée de prendre parole aux côtés de ma consoeur Rosine Biguerinama. On n'a pas préparé cet échange ensemble, mais on se connaît depuis plus de 25 ans, on a fréquenté les mêmes écoles, on a la même formation, et je suppose que les informations que nous vous donnons sont de bonnes sources. J'ai dit aussi merci aux organisateurs de Everfit de nous avoir donné l'occasion de parler devant vous. Alors, quand on m'a donné le sujet, maman, épouse, médecin, mais j'ai quand même du temps de prendre soin de moi, je me suis dit, qu'est-ce que je vais leur raconter? Parce que pour la toute première fois de ma vie, je parle autre chose que médecine, recherche et tout. Alors je me demandais, qu'est-ce que je vais leur dire? Alors, moi j'ai intitulé mon petit exposé « Prendre soin de soi, est-ce que c'est un luxe ou c'est une obligation ?» Alors, qui suis-je? Cette question semble facile, mais elle n'est pas si facile que ça. Elle n'est pas si facile que ça. C'est vrai, je suis d'abord mère, comme j'aime bien le dire, et je suis épouse, et je suis médecin spécialisée en imagerie médicale et radiodiagnostic, interventionnelle également. Et je suis très passionnée par tout ce que je suis. Mais je sais que toute personne humaine est faite de 3 dimensions. Il y a le corps, la chair, il y a le mental, l'intellect, notre façon de réfléchir, d'appréhender la vie et tout. Et il y a le spirituel. Même les athées ont une partie spirituelle qu'ils ont juste décidé d'occulter. Alors, quelles sont mes motivations pour prendre soin de moi? C'est à partir des choses que j'ai beaucoup écoutées dans mon enfance et mon adolescence. Il y a certaines personnes qui nous disaient que les filles qui font médecine, les filles de la faculté de médecine, ont toujours le nez dans les bouquins et les cheveux au vent. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est vrai ou c'est faux? Merci. En fait, Rosine et moi, quand on est arrivé à la faculté, on s'est dit, il y a des choses qu'on va casser. C'est-à-dire, on va être très intelligente, on va prier, on va rester smart. J'espère qu'on a tenu parole. La deuxième chose, on nous a dit qu'une fois mariée, et surtout mère, et en tout cas les femmes arrêtent de prendre soin d'elles. C'est vrai ou c'est faux? Ça dépend. En tout cas, je suis mariée depuis 14 ans, j'ai des adolescents à la maison, je n'ai pas encore arrêté, je n'ai pas l'intention d'arrêter. Alors, il s'entend aussi dans les rues que pour montrer qu'on est heureuse, épanouie, et femme d'eux, il faut être grasse, porter des basins riches, des gros colliers. C'est ça pour montrer qu'on est quelqu'un, hein, grand prêtre mère. C'est vrai ou c'est faux? Alors, non, c'est pas ça. C'est pas ça, parce que nous toutes, nous savons où se révèle la vraie beauté. La vraie beauté, c'est pas dans les basins riches. La vraie beauté, c'est quand on se déshabille ou qu'on se regarde dans les miroirs. Ouais. Je répète, la vraie beauté, c'est quand on se déshabille et qu'on se regarde dans les miroirs. Parce que les habits cachent beaucoup de choses. Hein. Ouais. Donc, c'était un peu ça mes motivations. Donc, des choses que j'ai entendu dire, et moi j'ai dit non, moi je ne vais pas prendre ce chemin-là. Alors, il y a aussi quelques adages qui m'inspirent, qui cessent de s'améliorer, cessent d'être bons. Donc, c'est pas parce qu'on te dit tout le temps, ah, ta silhouette est jolie, d'ailleurs c'est familial, tes panses n'ont pas grossi, que tu dors sur tes lauriers. Non. Qui cesse de s'améliorer, cesse d'être bon. Alors, il y a aussi un adage qui dit, quand on fait son lit, on se couche. Ok? On est ce qu'on mange. On reflète nos habitudes. Donc, à chacun de prendre ses responsabilités. Quelque chose aussi que j'ai lu quelque part, je ne sais plus où, soyez plus fort que vos excuses. Vous savez, quand je quitte l'hôpital, vers 17h30, je me tape les embouteillages de la place du 24 et tout. Quand j'arrive, je dis non, ce soir, je ne fais pas de sport. Après, je me dis, ça, c'est des excuses.
Ou le matin, j'y suis allée au lit à 1h du matin et qu'il est 5h, que mon réveil sonne, j'ai dit ah non, c'est pas possible. Mais je me souviens de cette phrase, soyez plus fort que vos excuses. Et je vous jure que ça me tire de mon lit. Il n'y a rien d'important de s'obtenir facilement. Je m'en vais répondre à madame. Si on veut manger sain, ça va vous coûter de l'argent. Tout ce qui est important est cher. Si vous voulez avoir des diplômes, des valeurs, vous allez aller à des diplômes d'université, ça va coûter de l'argent. Si vous voulez manger sainement, vous allez remarquer que la nourriture saine coûte plus cher que la nourriture du supermarché. C'est comme ça. Donc, investissons en nous. Et pour y parvenir, j'ai des maîtres mots: organisation, discipline et persévérance. Ça, c'est dans tous les domaines. On peut y passer. Je me suis permis de vous partager un peu ma routine parce qu'on m'a dit qu'il faut que je partage ce que j'ai fait d'habitude pour avoir du temps. Donc, de lundi à vendredi, j'ai l'habitude de sauter de mon lit à 7h, à 5h05 ou plus tard, d'enfiler ma tenue, de faire mon sport. À 5h45, ça commence pour la famille. Moi, j'aime bien que ma famille se lève avec une bonne odeur d'un bon café dans la maison, avec une petite musique. C'est comme ça que j'aime que les autres se réveillent. Donc, quand eux se lèvent, c'est-à-dire que j'ai déjà été à la cuisine, j'ai préparé quelque chose, et nous tous nous participons pour prendre avec les petits déjeuners, nous laver, nettoyer ce qu'il y a à nettoyer, pour qu'à 6h50, on soit dans les véhicules pour déposer les enfants à l'école, monsieur au bureau, et moi je vais à l'hôpital. De 7h30 à 17h, ça c'est le boulot. Après 17h, entre 17h30 et 20h, c'est un instant famille. Entre 20h et 22h, c'est mon temps à moi. Oui. Parce que quand les enfants ils vont se coucher à 20h, entre 20h et 22h, c'est quand je peux faire les slides comme ces slides ici. C'est quand je peux lire, c'est quand je peux, je sais pas, j'ai fait ce qui me plaît. Je peux m'asseoir bêtement sur le balcon et prendre de l'air frais, je peux méditer, prier. Donc je fais ce que je veux entre 20h et 22h. Alors les samedis, c'est la grasse matinée. Pour être bien, hein, il faut aussi se faire des petits plaisirs. Donc samedi, vous ne m'aurez pas debout à 5h, c'est exclu. L'avant-midi, c'est déposer les enfants pour leurs activités, faire les grands ménages, mais on tient à manger ensemble à 12h30. Manger reste un des grands plaisirs de la vie. Et pendant que les enfants font la sieste, qu'est-ce que moi j'ai fait? Je vais arranger les cheveux, les ongles, les visages, ça dépend. Entre 16h30 et 18h, nous sommes avec Eva Feed. Entre 18h30 et 20h, c'est loisirs. C'est sortir avec monsieur, avec des amis. On fait ce qu'on veut les samedis soirs. Les dimanches, petit déjeuner c'est à 7h. Entre 8h30 et 10h, on est à la messe. Parce qu'il faut rendre à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui lui revient. Entre 10h30 et 12h30, je prends le temps de faire la cuisine moi-même, pour ma famille. Entre 13h et 15h30, c'est la sieste. Entre 16h et 18h, on fait ce qu'on veut, visite, balade, lecture. Entre 18h et 20h, c'est encore un instant famille. Et on prépare la semaine qui vient. Alors pour un mois typique, le sport c'est 5 fois par semaine. Manicure, pédicure une fois le mois, cheveux 4 fois par mois, son visage, je ne vais pas mentir, de temps en temps. Sauna, gommage, massage, c'est une fois le mois. Au voyage, chaque fois que c'est possible. Mais j'ai des mois dédiés. Alors, prendre soin de soi, oui, mais comment? Pour le corps, manger sain, équilibré, faire son sport, se reposer suffisamment. Souvent on oublie ça, surtout les moments des familles. Hein? On s'est dit, ok, moi, c'est dormir à minuit, se réveiller à 4h, faire la lessive de tout le monde. Non, c'est pas ça. Prenez le temps de vous reposer. Il faut bien s'hydrater. Je vais ajouter ne pas agresser inutilement la peau. Okay? Je n'ai rien contre personne, mais je vous le dis parce que c'est comme ça. Ne pas agresser ses yeux avec les écrans, avec les lentilles pour changer la couleur de vos yeux. Avec les fossiles, de temps en temps, ok, mais pas tous les jours. Ne pas agresser son cerveau avec l'alcool, les stupéfiants.
des films 8 heures d'affilée. Ne pas agresser son foie avec l'alcool, avec tout ce qui est toxique, les médicaments traditionnels. Ne pas agresser son squelette inutilement. C'est tout. Il n'y a pas d'autre manière. Alors, comment prendre soin de son mental? C'est former. Il faut se former dans ce qui nous intéresse. Il faut être curieux. Il faut repousser vos limites. Il faut avoir aussi des objectifs. Il faut s'amuser. S'amuser, c'est très bon pour le mental. Pour les spirituels, chacun sait ce qu'il fait, mais il faut bien prendre soin de sa connexion avec Dieu. Pratiquement, qu'est-ce qu'il faut? Cette dia ici, c'est juste pour répondre à ce que le docteur Rosine a dit. Mangez sain. Mangez sain, c'est tout. Il n'y a pas d'autre manière. Et réellement, il ne faut pas raconter que vous faites le sport que vous ne faites pas. Il faut le faire. Il faut vraiment le faire. Et voilà, épouse, mère, médecin, enseignante. Mais prendre soin de moi, ce n'est pas un luxe. C'est un devoir. Qu'est-ce que vous allez retenir? Pour prendre bien soin des autres, il faut être bien soi-même d'abord. Pour prendre soin du mari, des enfants, des malades, des voisins, il faut que moi-même je sois bien. Donc ce n'est pas un luxe. La santé, ce n'est pas l'absence de la maladie. La santé, c'est un bien-être tridimensionnel, physique, mental, spirituel. C'est ça être en bonne santé. Prendre soin de soi n'est pas un luxe, ni de l'égoïsme, encore moins du narcissisme. C'est un droit. Enfin, vivre longtemps, c'est bien. Vivre longtemps avec moins de maladies, c'est encore mieux. Et je vous remercie pour votre attention.